Ce que l'on va voir ensemble au cours de ce webinaire, c'est pour aussi ouvrir un petit peu la réflexion peut-être pour certains d'entre vous sur le fait que globalement, on vit dans un monde de données hein, de plus en plus et on n'arrête pas d'en parler partout. Et notamment dans le cadre de l'entreprise, on a des données que l'on exploite, enfin que l'on génère et que l'on exploite pas toujours au sein de l'entreprise. Donc, le focus que l'on va prendre aujourd'hui, c'est vraiment de regarder comment, sur la base des données que l'on génère au quotidien dans le cadre d'une entreprise, on fera vraiment un focus en plus sur un contexte industriel, hein, puisque vous verrez, c'est principalement les domaines dans lesquels j'interviens. Comment on exploite ces données dans le cadre de la mise en place d'une démarche d'amélioration continue, hein, et donc en s'appuyant sur les données du système d'information de l'entreprise. Donc, le programme, donc, je vais me présenter rapidement, hein, et je vais présenter également Advanced Consulting. Ensuite, on verra différentes thématiques. On commencera par l'après-projet ici, en quoi le fait d'avoir mis en place un nouveau système d'information, c'est le moment de se poser des questions sur finalement l'amélioration continue que l'on va pouvoir mettre en place autour du système. Hein. C'est que finalement, le projet et le démarrage du système n'est que le début du voyage. Hein. Ensuite, on verra, lorsqu'on parle de SI, quels sont les types de données que l'on manipule globalement lorsqu'on parle de système d'information dans une entreprise de type industriel. On parlera des indicateurs que l'on peut construire, hein, et ça sera pour illustrer, ça sera un exemple, parce que des indicateurs, on peut en sortir des milliers, différents, et on donnera quelques exemples d'indicateurs. Et qu'est-ce que c'est que des indicateurs dans le cadre de l'amélioration continue, hein. Et puis, on verra comment on va s'appuyer sur ces indicateurs pour améliorer globalement la performance. Et il y aura un moment de questions-réponses, d'échange, hein, plus à la limite, hein, entre nous sur le sujet. Donc, pour commencer, je me présente Olivier Borin, je suis associé au sein du cabinet Advanced Consulting à Lyon. Voilà, vous avez mes coordonnées pour ceux qui souhaiteraient me joindre par la suite. Si je vous présente Advanced, c'est un cabinet de conseil en management et en transformation d'entreprise qui a été créé en 2008. Nous sommes présents à Paris et Lyon. Nos deux bureaux, aujourd'hui, c'est à peu près 70 consultants pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2022. On a un panel de clients très variés qui vont des secteurs tertiaires, banques, assurances, mutuelles, jusqu'aux clients du monde industriel, et que l'on va couvrir au travers de différentes offres de services que l'on retrouve ici en trois grandes catégories. Hein. On a tout ce qui touche aux activités de conseil en transformation humaine et transformation des organisations. Hein. Donc là, on intervient sur des thématiques vraiment de transformation globale d'une entreprise ou d'un département ou d'un service. On a une activité autour de tout ce qui est marketing et expérience design, donc expérience client, où là, on va aider les entreprises à et faire évoluer leur business model, à aller travailler sur des nouvelles approches commerciales et à adresser de nouveaux marchés en s'appuyant notamment sur les technologies. Et puis, on a je dirais un cœur du système qui est la partie transformation digitale et ERP, où là, on accompagne les entreprises dans leur évolution vers la digitalisation, que ce soit dans les phases amont, c'est-à-dire les cadrages de projets, la définition d'objectifs, la définition des enjeux, en passant par l'aide au choix de solutions et l'accompagnement à la mise en œuvre des solutions, puis l'accompagnement post-mise en œuvre des solutions. Hein. Sur cette thématique-là, qui est quand même une part non importante de l'activité du cabinet, on va intervenir sur des thématiques autour, par exemple, de la direction financière, autour de la supply chain, au sens, voilà, et c'est ce qu'on va détailler un petit peu après, et également tout ce qui touche au management de la donnée, hein, et à la transformation et l'utilisation de la donnée dans les entreprises. Hein. On est aujourd'hui référencé, labellisé en région, notamment auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour accompagner les entreprises sur leurs projets de digitalisation. Si on fait un focus plus sur la partie de nos savoir-faire en supply chain industrielle, donc nos clients, ce sont des clients qui vont de la PME au grand groupe, en passant par les ETI,
Et notre métier là-dessus, avec une équipe d'à peu près une quinzaine de consultants, c'est d'accompagner les entreprises aussi, là aussi dans leur programme de transformation globale au niveau de leur supply chain industrielle. Ça commence souvent par des étapes de diagnostic et d'audit de leur performance. Ça va passer aussi par du pilotage de projets de transformation globaux, hein, et également de la MOA expertise sur certaines thématiques autour des systèmes d'information et de la transformation digitale, hein. Ensuite, on va avoir des offres, des savoir-faire plus spécialisés sur les grands processus que l'on retrouve dans une entreprise de type industriel ou de distribution, hein, ça s'applique aussi dans ces domaines. C'est la partie prévision et planification. On va évoquer certains des sujets d'ailleurs aujourd'hui sur cette partie de planification et notamment d'ordonnancement de production. Et ça va passer par là aussi de la maîtrise des paramètres supply chain, de l'aide au choix et l'accompagnement à la mise en place de solutions de type APS et de solutions d'ordonnancement de production. Ensuite, on va aller également sur la partie fabriquer, exécuter. Là, on va travailler sur l'optimisation et de la digitalisation de processus au niveau de la production même. Et on va parler aussi de systèmes plus larges qui sont cette fois-ci les ERP, les MES, hein. Et puis également sur la partie stocker et livrer, on va accompagner sur des thématiques autour du WMS, également on fait un peu de TMS, hein, donc tout ce qui est système de transport, management des transports et optimisation de la performance de l'entrepôt. Voilà, j'en dirai pas plus sur Advance, je suis à votre disposition si vous souhaitez plus de précision sur ces savoir-faire au niveau industriel ou même les autres savoir-faire. Je vous mettrai en relation avec les personnes, les portants chez nous si je ne suis pas même de répondre à toutes vos questions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire un focus déjà sur l'après-projet système d'information. Alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est un système d'information. Alors, je n'ai pas été super créatif là-dessus. Je dis, tiens, si je devais donner une définition d'un système d'information, comment je fais? J'ai été faire une recherche sur Wikipédia, en fait, et j'ai trouvé que la définition était intéressante de ce qui est donné en termes de système d'information. La définition qu'on trouve, c'est que le système d'info, c'est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter, distribuer de l'information. Et voilà, on voit que effectivement, l'information elle est au cœur de tout ça. Et c'est un système, alors, il parle de socio-technique composé de 2 sous-systèmes. Bon, c'est une belle définition. Un système social, donc on parle d'une structure organisationnelle et des personnes. Et puis un système technique, on parle de matériel, de logiciel et de processus qui s'appuient donc sur ces logiciels et ces matériels, hein. Donc un système d'information, c'est tout ça. Et ce qui va rassembler tout ça, finalement, c'est la donnée, hein. Maintenant, si on essaie d'être un peu plus concret, voilà, on va là aussi se mettre dans le cadre d'un système d'information industrielle. Eh ben, un système d'information industrielle, à quoi ça ressemble, hein? Ça ressemble à ça, c'est un ensemble de briques applicatives. Alors, je vais faire abstraction de toute la dimension architecture, matériel, etc. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais globalement, c'est un ensemble de briques applicatives qui vont vous permettre de remplir un certain nombre de fonctions au sein de l'entreprise et par rapport aux besoins des différents départements de l'entreprise, hein. Donc, typiquement, on est dans l'industrie, on va retrouver ces grandes briques qui sont d'ailleurs pour certaines d'entre elles pas propres à l'industrie, hein. Ce qui va être général, on va dire, il y a tous les systèmes de type CRM, par exemple, Customer Relationship Management, qui permettent de gérer la relation avec les clients et les prospects, principalement. On est plutôt dans les phases de développement commercial de l'activité. On va avoir des systèmes périphériques de type SIRH, donc système d'information ressources humaines, qui vont permettre de gérer les employés, leur carrière, leur formation, potentiellement leurs absences, la paye, etc., etc. Donc ça, c'est des outils qu'on retrouve globalement partout, hein. Et après, on va rentrer sur des outils qui sont plus quand même dédié au monde de l'industrie. Alors, il y a l'ERP, c'est le système central, le cœur de beaucoup de systèmes d'information d'entreprise. Et l'ERP va faire un ensemble de fonctions sur lesquelles on reviendra un petit peu après. Et c'est en gros l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise, incluant toute la dimension financière, la gestion de production, la gestion des stocks, la gestion des achats, la gestion des commandes clients, etc., etc. On va avoir aussi des solutions plus spécialisées, des outils de type WMS, par exemple, le Warehouse Management System, souvent qu'on retrouve dans des
dans des entreprises d'une taille quand même plutôt à partir de l'ETI. Ce sont des outils qui ont beaucoup, c'est des entreprises qui ont beaucoup de flux, notamment en termes d'expédition, et le WMS va permettre de traiter en partie les flux d'expédition. Alors, ça traite aussi les flux de réception de matières premières dans des cadres assez importants ou dans des tailles assez importantes. On a également des outils de type, pour la partie production, du MES, hein, donc Manufacturing Execution System. Là, c'est vraiment dédié au monde industriel. C'est des outils qu'on va retrouver dans l'atelier qui vont permettre de fluidifier le partage d'informations et la captation d'informations au sein de l'atelier pour piloter les activités de production. Et puis, on a des outils qu'on retrouve plus sur la droite, vraiment dédiés au monde des fonctions support de type planification, hein, qui vont permettre voilà, de planifier et d'anticiper l'activité de l'entreprise. Et on va parler d'outils de type APS, Advanced Planning System, donc des outils de planification avancée. Et puis, on va parler plus sur le court terme d'outils de scheduling, d'outils d'ordonnancement de production. Et ces briques-là, elles peuvent parfois se retrouver un peu dans les ERP. Hein. Et puis, on a des briques périphériques, le PLM, Product Lifecycle Management, qui va gérer le cycle de vie des produits. Ça, c'est beaucoup dans les industries qui ont des produits complexes sur lesquels il va falloir suivre des évolutions de versions. Donc, on va parler beaucoup du monde de l'aéronautique, du monde de la défense, du monde de l'aérospatial, voilà, ou même dans le cadre de fabrication de machines complexes. Et puis, les outils spécialisés de type GMAO pour gérer la maintenance, par exemple, d'une usine. Souvent, ce sont des briques qui sont beaucoup plus puissantes que ce que proposent en standard des systèmes comme les ERP. Alors, tout cet ensemble, hein, finalement, manipule beaucoup de données. Alors, je voulais juste illustrer après, dans le slide suivant, justement, quels sont voilà, des exemples de données que l'on va manipuler au travers des différents systèmes et pour en faire quoi, en fait. Hein. Et ce qui est important de voir, c'est que finalement, toutes ces données, elles vont être manipulées, elles vont être dupliquées, elles vont parfois donc du coup être redondantes en fait dans les systèmes, parce qu'on va en avoir besoin dans les différents systèmes, on va en avoir besoin avec potentiellement des niveaux de détail différents. Lorsque je suis sur la gestion d'un client, dans le cadre d'une approche de type avant-vente, je n'ai pas les mêmes besoins exactement que lorsque je suis dans le cadre d'une relation commerciale engagée avec des commandes clients qui sont passées. Hein. De même, lorsqu'on va refaire le focus tout de suite sur la partie industrielle, lorsque je fais de la planification, je n'ai pas du tout besoin du même niveau de détail sur des gammes de fabrication que lorsque je fais de l'ordonnancement de production. En général, plus je vais sur l'ordonnancement, c'est l'activité très court terme avec beaucoup de détails et des contraintes à prendre en compte, et donc qui nécessite un niveau de détail assez fin des informations. Donc, on va avoir des personnes qui vont être chargées de fournir un certain nombre d'informations qu'on va détailler après, qui sont des données, des informations de type statique, en fait, des données de base. Et ces données de base, elles vont être utilisées dans le cadre des processus. Et on va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Mais vous voyez, chaque système, globalement, va être associé à sa propre base de données quand on a un ensemble d'informations. Et souvent, on se retrouve avec des données qui sont très silotées et avec lesquelles il est difficile pour les entreprises de travailler. Hein. Donc, dans le cadre d'une logique d'amélioration continue, ça veut dire qu'il y aura tout un travail que l'on verra ensuite, vraiment de mise en place d'une gouvernance pour s'appuyer sur ces données. Alors justement, puisqu'on parle d'amélioration continue sur la base des données, il y a des points importants à prendre en compte. Ce que j'ai essayé de synthétiser au travers de ce slide ici, c'est de dire, lorsque vous mettez en place un nouveau système d'information dans l'entreprise, je sais que dans les personnes qui participent, il y a des gens qui sont passés par là, forcément. Et donc, ça va se traduire par le démarrage par beaucoup de difficultés. Il faut être clair, on a beau avoir prévu tout ce que l'on pouvait, eh ben, le démarrage, il se passe rarement parfaitement. Et donc, les données que l'on va générer au départ dans le système, elles risquent d'être pas les données les meilleures, en fait. Hein. Donc, on va avoir un prérequis avant de se lancer dans une phase d'amélioration continue, qui est quand même de travailler sur avoir une période de stabilisation. Hein. Donc, une stabilisation du système
pour éviter là aussi de s'appuyer sur des données qui ne soient pas les bonnes, hein. Et on va profiter de cette période de stabilisation justement pour commencer à se structurer, hein. Donc, ce qui va être important, c'est de mettre en place une gouvernance autour de l'amélioration continue, s'appuyant sur la donnée du système d'information, hein. Donc ça, c'est du travail qu'on va, voilà, on va profiter de cette phase de stabilisation pour commencer à travailler sur cette logique de gouvernance, en fait. Alors tout ça, bien sûr, c'est très dépendant de la taille de l'entreprise, hein. Lorsque je suis dans une PME de 25 personnes, je ne vais pas avoir la même gouvernance que lorsque je suis dans un groupe international avec 100 sites de production, hein. Mais évidemment, il faut adapter à l'échelle de l'entreprise. Et donc l'effort ne sera pas le même. Ensuite, une fois qu'on a mis en place cette gouvernance, on va s'appuyer donc sur les données de l'entreprise, et ces données de l'entreprise, elles vont nous permettre finalement de définir et de générer un certain nombre d'indicateurs qu'il faudra donc définir auparavant, hein. Et ces indicateurs, ce seront les éléments clés qui nous permettent de finalement rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Alors là, on s'appuiera sur les méthodes classiques d'amélioration continue. On y reviendra là aussi après, hein. Et donc, on va… Ouais, mais là, je te suce, je vais me mettre ailleurs. Ah, donc, excusez-moi, on est un petit peu interrompu. Donc, définition et le pilotage donc, des plans d'action, donc des actions d'amélioration. Et souvent, ça va se traduire dans le cadre du système par des actions qui vont se retrouver sur des actions d'organisation, hein. On va faire évoluer l'organisation de l'entreprise, on va faire évoluer les processus, on va potentiellement faire évoluer les règles de gestion métier. Ces évolutions vont entraîner des évolutions nécessaires sur de la documentation, par exemple, hein, des modes opératoires que vont utiliser les opérationnels dans le cadre de l'utilisation du SI. Également sur l'évolution des standards, hein, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les standards, comment les standards doivent évoluer au regard de ce que l'on a constaté au terme des données. Ça va engendrer aussi des demandes d'évolution, les demandes d'évolution, enfin, l'évolution des processus, pardon, va entraîner des demandes d'évolution au niveau du système, hein, et donc le système va évoluer en lui-même pour suivre ces évolutions de process. Et tout ça, ça devra s'accompagner d'actions de formation des utilisateurs, parce que les utilisateurs, ils sont habitués à fonctionner d'une certaine façon, et en fonction des plans d'action que l'on va définir, ça va engendrer des formations qui sont des formations sur le système, mais également des formations métiers, pour que les utilisateurs corrigent le tir, entre guillemets, et permettent de rendre les actions que l'on a définies efficientes, hein. Alors, lorsqu'on parle de données, vous avez vu dans le slide, deux slides avant, on avait des bases de données. On va parler là des typologies de données que l'on manipule globalement dans les systèmes d'information d'entreprise. Alors, je vais tout de suite faire là aussi un point d'attention. Lorsqu'on parle de données, là, on va parler des données dites structurées du système d'information. Alors, donc, s'il y a des données structurées, ça veut dire qu'il y a des données non structurées, en fait, hein. Donc, les données non structurées, ce sont les données qui sont hébergées souvent dans des documents, par exemple. Voilà, donc ce sont des documents papier, des documents Word, des présentations, etc. Des plans, ça peut être des images aussi. Des plans, donc vous voyez, la notion de données non structurées, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à exploiter, qu'on peut exploiter forcément, mais en tout cas, voilà, c'est plus complexe, ça nécessite des outils dédiés, etc. L'objet de ce webinaire, ce n'est pas de travailler sur ces données non structurées. Voilà, on va plutôt se focaliser sur les données structurées du système d'information. Alors, données structurées, on parle de deux types de données, principalement. Donc, on a deux grands types. On a d'un côté tout ce qui est données de référence. C'est ce qui va constituer finalement la colonne vertébrale du système d'information et des processus. Sans ces données, on ne peut pas travailler, en fait. Et ces données de référence, elles vont être utilisées dans le cadre des processus. Et les processus, eux, vont générer un certain nombre de données dites dynamiques, hein. Donc, les données de référence, c'est en gros les référentiels des tiers, par exemple, les fournisseurs, les clients, les employés. C'est toutes les données de référence sur ce que produit l'entreprise, hein, donc les produits, les articles. Donc, on va retrouver des règles de gestion de stock, des règles d'achat et d'approvisionnement, des caractéristiques physiques, des poids, des volumes, des unités, etc. Et puis, des données, dans le cadre d'une entreprise industrielle, c'est toutes les données références de la production. Donc, ça va être des ressources de production, des gammes de fabrication, des nomenclatures,
des gammes de contrôle, etc. Donc, ces données de référence, elles vont permettre de travailler sur les données dynamiques, comme je disais juste avant. Les données dynamiques, c'est vraiment les données qui on va vraiment utiliser derrière pour aller chercher de l'amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise. Donc, c'est les données liées à la vie des commandes clients, à la vie des commandes d'achat, à tous les mouvements de produits et de matières que l'on peut faire dans le cadre de la vie de l'entreprise, des mouvements de stock, des expéditions, des résultats d'inventaire, etc. Tous les événements de suivi de production, par exemple, lorsqu'on est dans une fabrication industrielle, les temps qu'on a passés par rapport au temps qu'on en avait prévu, le suivi des différentes étapes de réalisation, et puis tous les événements liés au contrôle qualité, par exemple les taux de rebut, des non-conformités. Donc, toutes ces données qui font vraiment la vie des processus de l'entreprise. Si je parle des données de référence, donc, ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit avant, ces données, elles sont clés. C'est celles qui vont permettre de travailler demain et de bien travailler demain, en fait, dans le cadre des processus. Donc, ces données, elles doivent être placées dans une logique de gouvernance, en fait. Et ça, c'est quelque chose que on constate souvent, et notamment dans les PME, que ces données, elles sont souvent définies une fois, puis après, elles ont du mal à vivre, en fait. On va considérer que c'est bon, on a fait le travail, on a démarré le système, on a défini des gammes, machin, etc. Et c'est bon, ça reste comme ça, et un peu, on les oublie quelque part. Et pourtant, ces données, elles sont très importantes. Donc, elles doivent être mises sous contrôle au travers d'une gouvernance dédiée. Donc, on va avoir des notions. Alors, dans les grands groupes, on a des organisations énormes qui sont mises en place autour de ça, avec des notions de propriétaire de la donnée. On parle de data owner, souvent dans les grands groupes. Donc, le propriétaire de la donnée, c'est celui qui va définir la règle, qui va être donc la règle autour de la donnée, comment elle se définit, comment elle se calcule, par exemple, et qui va être responsable globalement d'un ensemble de données qui vont être liées entre elles. Par exemple, le propriétaire des données de fabrication. Et on va avoir des personnes qui vont avoir des responsabilités autour de cette donnée au quotidien. C'est-à-dire de s'assurer régulièrement que la donnée que l'on va mettre dans le système, elle respecte les règles et qu'elle est donc cohérente par rapport à ce que l'on a défini, pour éviter de mettre dans un système des données qui ne soient pas fiables. Ensuite, cette donnée, elle va être utilisée. Donc, on va avoir des gens qui vont produire de la donnée. C'est-à-dire que le responsable de données s'assure, lui, que ça marche et qu'on respecte les règles, mais ce n'est pas forcément lui qui intègre la donnée. Donc, les producteurs de la donnée doivent être au fait et doivent comprendre l'impact que la donnée qu'ils vont générer va avoir sur les processus de l'entreprise. Et ensuite, on va avoir le consommateur de la donnée. C'est celui qui utilise en tant que tel dans le cadre de ses activités, et c'est lui qui doit avoir finalement le regard le plus critique sur la donnée qu'on lui a mis à disposition. Mais il doit être capable de définir le bon niveau de justesse de cette donnée qu'il va utiliser. Et donc, cette organisation, elle va avoir pour mission, notamment au niveau des propriétaires responsables, de mettre en place des processus de revue périodique, finalement, de la qualité de la donnée. Alors, la qualité de la donnée, ça va passer, par exemple, par de l'analyse d'échantillons représentatifs. Je vais donner l'exemple que je cite là, c'est la revue des gammes de fabrication. Souvent, dans les entreprises, on a un service méthode qui va constituer une gamme de fabrication, et cette gamme de fabrication, elle va être utilisée par la production. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est qu'on s'assure que globalement, ce que définit le bureau des méthodes est utilisable en production. Donc, on va avoir quelqu'un qui définit et quelqu'un qui vérifie. Alors, des gammes de production, en général, ce que l'on va faire, c'est qu'on va périodiquement, genre tous les mois, on va faire des extractions du système de manière un peu aléatoire. En disant, tiens, je sors une dizaine de gammes de fabrication et je demande à une entité ou à des personnes chargées de ce travail de vérifier que les gammes, elles sont correctes. Alors, une gamme correcte, c'est des opérations qui s'enchaînent de manière cohérente par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est des temps opératoires et des temps de réglage qui sont eux aussi cohérents par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des ressources qui sont les bonnes ou des groupes de ressources qui sont corrects par rapport à ce qui va là aussi se passer sur le terrain. Et on va comme ça évaluer finalement la performance des données techniques, des gammes de fabrication, et donc leur utilisabilité ensuite dans les processus. On peut aussi avoir
sur certains types de données des règles de calcul, et ces règles de calcul doivent être claires, et connues et communes et partagées par tous. Et on peut aussi s'appuyer dans le cadre de cette revue périodique sur des automatismes, voilà, qui vont permettre d'alerter sur des valeurs aberrantes. Donc, on peut avoir des contrôles manuels, mais aussi des contrôles automatisés qui disent, tiens, c'est bizarre, quand je prends tel échantillon de données, je me perçois que là, il y a des trucs bizarres, ça ne fonctionne pas, en fait, ce n'est pas cohérent. Voilà, ça c'est pour le côté données de référence. On va ensuite passer à tout ce qui est donc données dynamiques. Donc, comme je l'ai dit avant, ce sont toutes les données transactionnelles liées à l'activité quotidienne de l'entreprise et donc au processus qu'on va mettre en œuvre. Alors, ça peut engendrer un énorme volume de données. Donc là, on va pas aller. L'objectif, c'est pas du tout d'aller analyser la donnée une par une. Et donc, on va s'appuyer finalement sur d'autres mécanismes au travers des indicateurs de performance, en fait. Et ça va et on va notamment avoir besoin parfois d'isoler, parce qu'on a un gros volume de données, des valeurs qui pourraient être aberrantes, qui sont dues à un épiphénomène au sein de l'entreprise, et donc des valeurs qu'il ne faudra pas prendre en compte dans le cadre de la mise en place de nos indicateurs. On y reviendra un petit peu après. Ces données, elles sont de la responsabilité du propriétaire du processus. Donc, chaque processus dans l'entreprise se doit d'avoir un propriétaire, et ce propriétaire, il est responsable de la qualité de la donnée qui va être générée dans son périmètre. Et il va aussi être responsable d'alerter si lui, il utilise de la donnée et que la donnée, qu'on lui donne en entrée, elle n'est pas bonne. Point important, vraiment sur ces données dynamiques, et ça c'est aussi quelque chose que l'on constate souvent dans les entreprises, c'est qu'il faut au maximum que le flux physique soit égal au flux d'informations. Concrètement, je sors une pièce du stock, je déclare immédiatement que je l'ai sortie du stock. Je vois encore des clients qui disent « mais moi, mes sorties de stock, je les fais à la fin de la semaine, parce que voilà, je suis organisé comme ça, j'ai toujours fait comme ça, et donc pendant une semaine, il a un stock faux, en fait. Donc pendant une semaine, il ne sait pas s'il peut sortir ou pas sortir. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir cette logique de respecter au maximum. Je fais une action sur le terrain, je fais une action dans mon système d'information et pour tracer l'action. Et c'est ce qui va nous permettre de nous améliorer. Imaginons que je décide de dire je lance en production une pièce et je ne déclarerai qu'à la fin, que j'ai réalisé toutes les opérations de production, et ben, je suis incapable d'aller faire de l'amélioration continue autour de mon processus de production en lui-même et sur les délais de production, en fait. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Alors, on va évoquer un peu tous des exemples. Alors, quels indicateurs construire pour exploiter au mieux ces données? Donc, on va regarder quelques exemples ensemble. Et les indicateurs, donc, alors, on va faire un focus. Alors, des indicateurs, c'est pareil, il en existe de plein de types. Nous, ce qu'on va regarder là, c'est les indicateurs de type processus et les indicateurs de résultats de processus. Voilà. Sinon, on peut avoir des indicateurs de performance globaux de l'entreprise, etc., des indicateurs de performance financière, par exemple. Ce n'est pas notre sujet. Là, on est vraiment sur la partie processus. Donc, ce qui est important aussi, c'est que dans une logique d'amélioration continue, on ne sait améliorer que ce que l'on sait mesurer. D'où l'importance de la donnée et l'importance de capter la bonne donnée sur les processus. Ce qui est important, c'est que donc on va construire un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, ils doivent être, entre guillemets, indiscutables. Alors déjà, ils doivent être alignés avec la stratégie de l'entreprise et sa déclinaison opérationnelle. Forcément, on va essayer de s'améliorer au niveau opérationnel pour répondre à une stratégie d'entreprise. Ensuite, ces indicateurs, ils doivent être sous la responsabilité, donc, comme on disait aussi avant, des propriétaires des process, mais ce n'est pas forcément eux qui doivent ni les mesurer ni les challenger. En gros, on ne peut pas être jugé parti, en fait. Donc, idéalement, en termes d'organisation, c'est toujours intéressant d'avoir au sein de l'entreprise une structure de tailles différentes suivant la taille de l'entreprise, qui va être autonome et dédiée à l'amélioration de la performance et qui, justement, va calculer ces indicateurs, va challenger les résultats de ces indicateurs avec les propriétaires des processus. Et point aussi important, alors ces indicateurs, il faut les revoir régulièrement en fonction du contexte d'évolution de l'entreprise. Donc, un indicateur défini à un moment donné n'a peut-être plus de raison d'être un an plus tard, parce qu'on a plus besoin.
hein. Donc, il faut savoir remettre en cause les indicateurs et donc se remettre en question. Et ce qui est aussi important, c'est que dans beaucoup de cas, la valeur instantanée de l'indicateur, elle ne dit pas grand-chose en fait. C'est souvent l'évolution de la valeur de l'indicateur qui est intéressante à suivre, hein, et de voir comment cet indicateur évolue. Voilà, il évolue dans le temps. Donc, on va distinguer deux grands types d'indicateurs. Donc, l'indicateur de pilotage du processus, c'est ce qui va permettre de voilà, voir comment le processus se déroule au sein de l'entreprise, hein, et donc on va mesurer l'écart potentiel entre ce qu'on avait anticipé, par exemple en termes de délai de réalisation, et puis ce qui se passe réellement sur le terrain, en fait, hein. Et c'est en analysant ces données qu'on va dire, mais tiens, c'est bizarre, là, je perds beaucoup de temps, par exemple, dans la réalisation de ces étapes, hein. Ensuite, on a les indicateurs de résultats. C'est une fois que le processus s'est déroulé, est-ce que j'ai obtenu le résultat escompté? Est-ce que l'action m'a permis d'obtenir ce que j'avais prévu et ce que je souhaitais, hein? Donc, c'est un indicateur d'effet qui va permettre de mesurer la performance et l'atteinte des objectifs de résultat. Alors, quelques exemples d'indicateurs toujours dans un contexte industriel. Suivant les thématiques sur lesquelles je suis, vous voyez, j'ai la gestion des référentiels, la planification l'ordonnancement, les ventes, les achats, les stocks de matière, la production, les expéditions et la facturation. On a, par exemple, des indicateurs intéressants. J'ai essayé d'en mettre quelques-uns en rouge. Par exemple, c'est sur les données de type référentiel. C'est, par exemple, j'en ai parlé un peu avant, le taux de fiabilité des gammes et des nomenclatures. Lorsque je suis dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, le taux de fiabilité des nomenclatures, il est primordial. Je ne peux pas avoir une nomenclature qui soit… Donc, une nomenclature, c'est tous les articles dont j'ai besoin pour fabriquer un produit. Je ne peux pas me permettre, dans un environnement réglementé comme la pharmacie, d'avoir des erreurs de nomenclature, puisque c'est ce qui est utilisé ensuite en production pour fabriquer le produit. Donc, si les composants que je mets dans ma nomenclature ne sont pas les bons, autant dire que ce n'est pas possible, quoi, en fait, hein. Et donc là, on a clairement un enjeu d'une taux de fiabilité à 100% sur les nomenclatures, en tout cas sur les composants actifs qui rentrent dans la fabrication du produit, hein. Au niveau de la gestion des stocks, par exemple, on a besoin d'avoir une fiabilité des paramètres de gestion des stocks. La fiabilité, et cette fiabilité, ces paramètres vont évoluer dans le temps, c'est quel est le niveau de stock que je dois avoir sur mes produits, soit mes composants, soit mes matières premières, soit mes produits finis, hein. Donc, c'est des choses que l'on va challenger régulièrement pour s'assurer qu'on est bien au bon niveau, au niveau escompté. Et là, on va s'appuyer sur des méthodes, hein, des revues périodiques, des méthodes de calcul de stock de sécurité, etc. Et on va comparer par rapport à ces calculs ce que l'on a mis effectivement dans les systèmes. On a aussi, par exemple, en production, le la mesure du lead time, en fait, hein. C'est combien de temps je mets pour fabriquer un article, parce que ce qu'on constate là aussi souvent, c'est que lorsqu'on démarre le système, on met des délais articles, on dit ouais, c'est bon, il nous faut 6 semaines ou 8 semaines pour fabriquer ce produit, mais qu'en réalité, ces délais, parce que l'activité de l'entreprise évolue et pour tout un tas de raisons, ces délais vont dériver dans le temps. Et donc, si on ne les revoit pas, ces délais de fabrication, on va se retrouver potentiellement à lancer trop tard en fabrication. Si je reste sur mon 6 semaines, alors que en fait, le délai démontré indique que c'est plutôt 10 semaines, eh ben, je vais lancer 4 semaines trop tard. Et donc, je serai systématiquement en retard, en fait, hein. Donc, voilà, ça, ce sont des indicateurs qui sont intéressants à suivre, notamment pour mesurer là, typiquement la performance du processus de production. Un indicateur important aussi qui n'est pas toujours bien mesuré, c'est le taux de service client. Voilà, j'expédie mes produits. Est-ce que je les expédie et je respecte mon taux de client, l'engagement que j'avais donné à mon client ou pas? Et alors, on parle donc c'est par rapport à quoi? L'engagement initial, l'engagement renégocié. Voilà, donc c'est là où il peut y avoir des discussions au sein des entreprises. Autre indicateur intéressant, le taux de service, c'est bien, mais connaître la distribution des retards, c'est aussi intéressant. Parce que peut-être que j'ai un taux de service client qui n'est pas bon, mais qu'en même temps, je livre des commandes trop tôt et d'autres commandes beaucoup trop tard. Alors qu'il faudrait avoir une distribution qui soit beaucoup plus avec un pic, en fait, hein, une distribution qui ne soit pas trop distribuée, justement, hein. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment on va s'appuyer sur ces indicateurs pour améliorer la performance. Alors là, il n'y a pas
j'invente rien, hein. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une démarche d'amélioration continue, elle se traduit en général par une approche de type PDCA ou route Deming, hein, voilà, suivant comment on l'appelle. Et ça va, donc l'idée, c'est finalement de définir et de planifier un certain nombre de plans d'action, hein, qui vont s'appuyer sur ce que l'on va constater au niveau des indicateurs, hein. Donc, on a des indicateurs de performance que l'on a définis, que l'on a validés, qui sont challengés par une structure dédiée, qui sont challengés avec les opérationnels en charge des processus. Et sur cette base-là, on va définir des plans d'action pour améliorer la situation. Donc, on va préparer, on va définir et préparer les actions et on va les planifier dans le temps en fonction de l'urgence et de la priorité des actions, hein. Et ça doit, pour que ce soit le plus pertinent, il faut forcément que ça s'appuie sur des données d'entrée les plus fiables possibles, hein. Donc, c'est important là-dessus voilà, ça c'est la première étape finalement. Ensuite, ces actions étant définies, on va les exécuter et en les exécutant, on va bien sûr améliorer, enfin on espère améliorer la situation, et donc on va capter de la donnée, hein, des processus, et on va derrière ensuite aller checker, hein, donc au travers des indicateurs, que globalement, les actions que l'on a menées au regard des données que l'on remonte du terrain, elles permettent d'améliorer la situation, hein. Et là, on verra qu'il y a des outils, hein, qu'on pourrait utiliser pour aller construire des indicateurs de performance. Et donc là, on va rentrer dans une logique ensuite sur la base de cette mesure d'indicateurs et de constatation, hein, d'ajustement du plan d'action. Et donc, on va dire, OK, ben, cette action, finalement, elle n'a pas livré le résultat escompté. Et donc, ben, on l'arrête ou alors on l'ajuste, on va la faire différemment. Et donc, on va rentrer de nouveau dans une logique de planification. Et là, c'est vraiment la boucle classique, hein, de l'amélioration continue que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises avec cette approche de type PDCA, hein. Les points clés derrière tout ça, ça nécessite forcément une connaissance approfondie des processus, hein, et également une connaissance des indicateurs de performance pour qu'ils ne puissent pas être remis en cause. Moi, j'ai vu chez des clients, et en général, c'est chez les gros clients, deux services qui utilisent le même indicateur, mais avec des méthodes de calcul différentes, en fonction de ce qui arrange chacun, en fait, hein, et du résultat qu'ils veulent obtenir. Parce qu'en général, ils sont responsables de la définition d'indicateurs, responsables du calcul et responsables des plans d'action qui sont autour. Non, voilà. Et donc, chacun fait un peu ce qu'il veut et ce qu'il arrange surtout. Et dans ce cas-là, c'est important donc d'avoir une organisation et une gouvernance qui va, d'un côté, permettre de faire le calcul de l'indicateur avec des règles de calcul définies, qui va aller chercher des sources d'informations pertinentes, qui va faire le travail de nettoyage de la donnée que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'on a parfois des données aberrantes qu'il ne faut pas prendre en compte, hein, qui va ensuite calculer les indicateurs et qui va restituer ces indicateurs dans des tableaux de bord qui sont adaptés aux besoins des différents responsables des processus, hein. Ensuite, on va analyser ces indicateurs. Et on va en déduire donc un certain nombre d'évolutions de ces indicateurs. Et on va donc évaluer nos actions les actions que l'on a mis en place et donc ajuster ces actions. Ça pourra s'appuyer probablement par des compléments d'analyse qui ne sont pas des indicateurs en tant que tels, mais on dit voilà, sur la base de cet indicateur, j'ai besoin de creuser tel sujet. Et là aussi, on va s'appuyer sur les données d'entreprise pour aller creuser des sujets sur un événement particulier et de manière un peu spot, hein. Et ce qui est aussi important, c'est donc cette gouvernance, cette organisation, elles doivent s'appuyer sur des rituels d'amélioration continue qui sont à des fréquences adaptées et aux besoins de chaque processus, hein. Alors, je vous propose juste de passer sur un exemple de mise en œuvre de ce type de démarche, hein. Alors, c'est un exemple que l'on a réalisé dans une entreprise de mécanique bourguignonne qui travaille à l'affaire, dont nous avons le dirigeant qui est avec nous ce matin. Et alors leur contexte, c'est qu'ils ont démarré un nouvel ERP il y a maintenant un peu plus d'un an, et que dans le cadre de ce démarrage, ils ont maintenu quand même un certain nombre d'outils Excel pour réaliser notamment toute la partie planification et ordonnancement de l'atelier. Le constat, c'est que finalement, ils passent beaucoup de temps à traiter toutes les données dans Excel. Et surtout, ils ont du mal à réagir
à tous les changements qui peuvent se produire, puisque dès qu'il se passe quelque chose dans l'atelier, il faut le traduire dans l'ERP, puis après, il faut aller le traduire dans un outil à part, et c'est clairement pas efficace. Hein. Donc, la demande qui nous avait été faite, c'était de dire il faut qu'on souhaiterait utiliser au mieux les fonctions standards de notre ERP pour réaliser notre planning et notre ordonnancement de production. Hein. Donc, si on regarde, en fait, lorsqu'on dit ça, si je regarde par rapport à l'ensemble des processus que l'on avait aussi évoqués avant dans un cadre industriel, l'ordonnancement de l'atelier, finalement, c'est cette petite brique-là, hein, qui est juste là en bleu. Et on peut se dire, OK, on va travailler uniquement là-dessus. Et en fait, lorsqu'on a commencé à travailler avec la personne de l'entreprise sur ce sujet-là, on s'est très vite aperçu qu'en fait, on avait un gros problème avec pas mal de données qui servent à alimenter cet ordonnancement de production qui n'étaient pas suffisamment fiables, en fait. Et j'ai mis des petites étoiles jaunes là sur toutes les thématiques finalement sur lesquelles on a été amené à travailler. Hein. Donc, on est parti d'une problématique d'ordonnancement de production et on s'est finalement aperçu qu'il y avait pas mal de sujets abordés dans une logique d'amélioration continue autour des différents objets ou processus que l'on voit ici. Donc, on a travaillé sur la gestion des commandes clients, on a travaillé sur la structure des gammes, principalement des gammes chez eux, hein, pas trop les nomenclatures, mais surtout les gammes. On a travaillé sur les processus autour des commandes d'achat de matières, tout le processus de suivi des commandes d'achat aussi et tout le processus de réception des matières premières. On a aussi travaillé sur les données de base que sont la définition des ressources et des capacités de production. Et puis, on a eu un gros travail aussi sur, finalement, ce qui se passe dans l'atelier. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a distribué le planning dans l'atelier et que les gens se mettent en phase d'exécution, eh bien, toute la phase de suivi de production. On s'est aperçu que globalement, il y avait des opérations qui n'étaient absolument pas pointées, par exemple, hein, parce qu'on n'en avait pas besoin, en fait. Mais néanmoins, en termes d'ordonnancement, ce n'était juste pas possible. Hein. Et puis, on a travaillé aussi sur la mesure de l'expédition. On va voir quelques exemples après. Donc, voilà, ce que l'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé chez eux? Par exemple, sur les gammes de fabrication, on avait le constat, c'est qu'on avait un niveau de finesse dans l'ERP qui était suffisant pour l'ERP, mais pas suffisant probablement pour aller faire de l'ordonnancement de production. Donc, on a fait… Alors, la question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre un indicateur à ce moment-là? Alors, on n'a pas mis d'indicateur à ce sujet-là, parce que ce sont souvent les mêmes personnes. Voilà, c'est une structure petite, donc c'est compliqué d'avoir une personne au bureau des méthodes qui définit la gamme et une personne qui potentiellement valide la gamme. Ça serait globalement les mêmes personnes. Mais dans un contexte plus grand, pour avoir un taux de fiabilité des gammes de fabrication. Là aussi, moi j'ai vu ça notamment dans l'industrie pharmaceutique, sur un site de production où il y avait 4000 personnes, où en fait on avait plein de bâtiments de production et toute la création des données techniques des gammes, etc., était centralisée et utilisée par une vingtaine de bâtiments de production. Et donc, tous les mois, on faisait des extractions des gammes de fabrication du système et on demandait aux utilisateurs de valider les gammes. Alors, on avait donné des critères de validation des gammes, hein, et ils disaient, OK, cette gamme, par rapport à ces critères, elle est bonne. Ou alors, il y a telle erreur. Et on calculait des taux de fiabilité des gammes de fabrication. Hein. Donc, nous, ce qu'on a fait, par contre, hein, c'est vraiment travailler sur on a revu la structure des gammes. On a, par exemple, ajouté des opérations. Et puis, on a validé que ça serait intéressant, justement, d'avoir des analyses périodiques des gammes de fabrication, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise évolue, des nouveaux moyens de production rentrent, la compatibilité des moyens de production entre eux doit être regardée. Hein, et donc, ces gammes de fabrication, elles doivent faire l'objet d'une revue régulière pour s'assurer que voilà, on a toujours modélisé dans le système quelque chose d'utilisable sur le terrain. Ensuite, on a travaillé, par exemple, tout ce qui est gestion des commandes d'achat et tout ce qui est lié à la réception. Hein. Donc, par exemple, il n'y avait pas de suivi vraiment anticipé des livraisons de commandes d'achat de matières premières. Ce qui faisait que parfois, on ne savait pas trop quand la matière allait arriver. Et ça, c'est très impactant. Parce que si je n'ai pas la matière, je ne peux pas produire. Hein. Donc, on a mené un certain nombre d'actions en mettant en place, par exemple, un indicateur visuel dans l'ERP permettant de voir les commandes arrivant à échéance, par exemple.
Dans une logique de suivi d'évaluation de la performance fournisseur, on a aussi mis en place une sauvegarde de la date d'engagement initiale du fournisseur. Avant, il n'y avait pas ça, c'est-à-dire qu'on avait une commande du fournisseur avec une date de livraison. Et puis, quand on n'avait pas la matière, finalement, on décalait la date de livraison et on perdait un peu la trace de la date d'engagement initiale. Donc, on a tracé la date d'engagement initiale. Et ça, c'est important parce que ça va permettre d'aller mesurer un taux de service fournisseur, en fait. Et donc, l'indicateur typiquement utile ici, c'est le taux de service fournisseur, parce que ce taux de service fournisseur, il nous servira demain sur la base des données à aller justement challenger le fournisseur et donc se mettre dans une démarche d'amélioration continue avec le fournisseur. Ensuite, et donc ça c'est quelque chose qui sera mis en place dans un deuxième temps, hein, ce n'est pas encore vraiment le cas. Ensuite, on a le suivi de production. Là aussi, des opérations qui n'étaient pas pointées dans le système et donc qui empêchaient un ordonnancement fiable. Si ma première opération dans l'ordonnancement est en fait réalisée sur le terrain et qu'on me dit de la faire, ben, j'ai un problème. Hein. Donc, on a mis en place là aussi des extractions quotidiennes du système pour comparer finalement les temps qui étaient pointés par les opérateurs par rapport entre guillemets, au temps théorique qu'ils étaient censés travailler. Alors, ce n'était pas une logique de flicage, hein, ce n'était pas du tout l'idée. C'est de dire, tiens, c'est bizarre, il m'a pointé que 4 heures alors qu'il travaille 8 heures. Allons comprendre avec lui, c'est bizarre, il était sur l'OF Intel et je ne vois pas de pointage. Donc, on va voir l'opérateur, on lui fait la restitution de l'analyse que l'on a faite et on voit avec lui les corrections apportées. Et puis, c'est aussi un moyen de former l'opérateur et lui faire comprendre en quoi c'est important que les données qui renseignent dans le système, elles soient les plus fiables possibles. On a travaillé aussi sur le côté expédition. Par exemple, il n'y a pas vraiment de taux de mesure du taux de service client par rapport à l'engagement initial. Hein. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est l'engagement initial. Je dis à mon client que quand je lui fais la cuisine réception de commande, que je vais livrer à telle date, lui, son service achat, lorsqu'il va évaluer la performance fournisseur, il va comparer par rapport à cette date-là. Donc, cette date n'était pas historisée en tant que telle. Là aussi, on l'a historisée, hein, cette date d'engagement initial. Et l'entreprise est rentrée dans le calcul d'un taux de service, justement, client basé sur cet engagement initial. Ce qui est intéressant là aussi, c'est l'évolution, hein, l'évolution du taux de service client dans le temps, s'assurer qu'il reste à un bon niveau ou qu'il est sur une pente montante. Hein. Intéressant aussi, c'est la mesure de la distribution, avance-retard, là aussi de l'expédition. Comme l'exemple que je citais tout à l'heure, je peux avoir un taux de service qui n'est pas bon, mais si je livre trop de choses en avance et trop de choses avec beaucoup de retard, eh ben, je dois aller essayer de réduire cette courbe en fait, hein, de distribution. Hein. On a travaillé sur les ressources et les capacités, voilà, et puis sur la logique de commande client, on a essayé de travailler sur une mesure du délai démontré, en fait, mais on avait trop de produits différents et aujourd'hui, on n'a pas trouvé la bonne formule finalement pour calculer quelque chose qui soit pertinent et pérenne dans le temps. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu en stand-by. Voilà, j'ai été plus long que prévu. J'ai terminé sur cette thématique. Hein. Donc, ce qui est important de retenir, hein, c'est une démarche d'amélioration continue, c'est une organisation, une gouvernance. Ça doit s'appuyer sur des données fiables. Ça doit s'appuyer sur des indicateurs qui découlent de la stratégie de l'entreprise, hein, au niveau opérationnel, des indicateurs qui sont challengés et qui sont calculés et challengés, pas forcément par le propriétaire du processus qui supporte l'indicateur. Hein, et tout ça doit concourir à la mise en place vraiment d'une démarche d'amélioration continue. Hein, c'est quelque chose de pérenne dans le temps, ce n'est pas juste one shot. Et donc, voilà, c'est vraiment une action qui doit être pérennisée dans le temps. J'en ai terminé. Je ne sais pas si j'ai perdu du monde. Merci beaucoup, Olivier. Non, on n'a perdu personne, a priori. Bon, merci beaucoup, c'était top. L'illustration très concrète, franchement, vraiment, vraiment bien. Bon. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ça a été suffisamment clair. Oui, alors il y en a effectivement, Monsieur Berthier, mais je crois que c'est mécanique et service, hein, c'est ça? Mais oui, David. Il faut amener beaucoup de rigueur pour que tout fonctionne et perdure. J'avoue que c'est un peu impressionnant hein, quand on voit
tous les indicateurs à mettre en place et se poser la Alors, question comment on les mesure. Quand on part d'une feuille blanche, j'imagine bien que c'est… c'est ça. Alors après, il ne faut pas mettre trop d'indicateurs. Trop d'indicateurs tue l'indicateur, en fait, hein. Donc, c'est important d'avoir juste les indicateurs les plus pertinents, en fait, hein. Donc, il ne faut Mais pas justement, trop d'indicateurs. quand je suis une entreprise qui en a pas mis en place ou très Hmm. peu ou pas forcément des pertinents, est-ce qu'il existe des référentiels par secteur d'activité ou par service Hmm. qui pourraient aider ben, à les Ah définir? ouais. Oui, alors justement, il existe aujourd'hui des référentiels, hein, qui permettent voilà, qui donnent des indicateurs standards. Alors, il y a des référentiels qui sont multisecteurs. Le calcul d'un taux de service, voilà, le taux de service client est un indicateur qu'on trouve partout, quel que soit le secteur d'activité. Ce qui va différencier, c'est potentiellement, dans le cadre de certains secteurs, des choses que l'on va prendre en compte ou pas prendre en compte. Voilà. Et après, on a des métriques aussi, hein. C'est intéressant de voir. Par exemple, dans le monde de la distribution, pour tout ce qui est GMS, un grande et moyenne surface, les taux de service attendus, c'est du 99,9% en fait, hein. Le monde de la distribution, vis-à-vis de ses fournisseurs de produits agroalimentaires, etc., ils sont hyper exigeants en fait, hein. Et c'est des standards, c'est-à-dire que tout le monde se plie à ces standards-là. Donc, on n'a pas le choix, il faut que l'organisation elle suive derrière. Lorsque je suis globalement un taux de service dans une industrie de type manufacturière, la cible en général pour être ce qu'on appelle excellence industrielle classe A, c'est d'avoir un taux de service qui tourne plutôt à 95, entre 95 et 98%, en fait, plutôt 98 d'ailleurs, hein. Voilà, donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui existent en standard. Je pense, voilà, moi, Advance, on fait partie d'une association qui s'appelle le label Supply Chain Plus, par exemple. Et on est en train de définir au sein de ce label, c'est une association qui a maintenant 2 ans, on est en train de travailler justement sur un référentiel des bonnes pratiques supply et, à destination du monde de la distribution et de l'industrie. Et dans le cadre de ce référentiel, on parle aussi d'indicateurs de performance qui sont des bonnes pratiques, hein. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à regarder les informations sur le label Supply Chain Plus, en fait, hein. Ok, Après, si je peux ajouter une petite chose. Ah, pardon, je suis passé devant Monsieur Berthier, je crois. c'est C'est pas pas grave, grave. allez-y. Voilà, bon, si je peux ajouter une petite chose, donc je suis consultant chez un éditeur de RP, justement, et on fait beaucoup d'implémentations. Je fais beaucoup d'implémentations pour ma part, notamment dans des secteurs d'activité. Donc là, c'est soit de la grande distribution ou tout ce qui est production, hein, industrie. Et maintenant, de plus en plus de clients demandent tout ce qui est COQ, coût d'obtention de la qualité, avec des indicateurs du type coût d'investissement en qualité et coût de la non-qualité. Ouais. Et là, justement, on en arrive à ce que vous disiez avant, hein, très justement, hein, la présentation est très bien faite, où il faut vraiment que les données de base, les fondations soient solides, parce que tout est relatif à ça. Ça va du volume, le poids, les unités. C'est vrai que beaucoup de clients négligent tout ce qui est volume et autres, mais après, oui, mais ça a un impact logistique, il peut y avoir un impact derrière de non-qualité ou de retard, ou voilà. Tout à fait. Alors, ça fait partie des indicateurs justement plutôt liés à la performance globale de l'entreprise et que j'ai volontairement pas évoqué dans le sujet, mais je suis totalement d'accord avec vous, hein. Aujourd'hui, c'est clairement, c'est très important pour les entreprises et d'avoir cette mesure du coût de la non-qualité et du coût global des opérations, en fait, de l'entreprise. Et ça s'appuie là aussi sur toutes les données que l'on va capter dans le cadre des processus de l'entreprise, en fait, hein. Oui, parfaitement. Tout à fait. Et c'est vrai que les clients ont souvent, on va dire, les entreprises avec lesquelles je travaille, hein, ont souvent, allez, très peu conscience comme quoi leurs données de base, finalement, sont cruciales
et Tout à même fait. les données clients ou fournisseurs, justement, pour pouvoir faire des indicateurs fiables et Mm. aussi qui soient utilisés de façon pertinente. Mm. Et il faut déjà que chacun connaisse pourquoi il faut remplir tel ou tel champ et en prenne bien Exactement. conscience. Et Tout à fait. justement, entre un contrôleur de gestion qui va faire son contrôle derrière, sa stat, et de l'autre côté, un responsable de production, s'ils sortent le même indicateur, il faut que pour chacun, ça ait la même signification, Mm. et qu'ils sachent d'où viennent les données et de quelle façon elles sont calculées. Tout à fait. Nous sommes totalement en phase. David, David. Moi, en fait, alors j'en ai un peu la même discussion parce que, en fait, ce que je voulais dire, déjà, je suis heureux et fier d'avoir été l'exemple. Hein, c'est bien, merci Olivier. Et après, voilà, justement, ce que je voulais ajouter, moi, c'est que ce qui est hyper important, en fait, c'est de bien définir son cahier des charges avant projet. Mais je pense qu'on en revient un peu comme dans une construction de maison neuve. Hein. On dit souvent qu'il faut arriver à la 3e ou 4e maison pour que ça soit parfait. Et dans un changement de ERP, entre autres, je pense que si on devait le refaire aujourd'hui, on serait bien plus performant, puisqu'il y a des étapes qu'on a sous-estimées en se disant oui, ça on verra une fois que ça sera en place, ça va être bien. Et quand il nous manque des éléments pour extraire des données, on se rend compte que les résultats qui sont affichés ne sont pas exploitables et en fait, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment prendre le temps en avant-projet de se poser et de prendre des gens compétents de type Olivier, hein, qui va vraiment vous accompagner sur le sujet et vous dire un peu ce qu'il est primordial de ne pas laisser passer. Et nous, c'est une phase honnêtement qu'on n'a pas fait parce que notre déploiement s'est fait pendant la période Covid. Donc, c'était un peu plus compliqué aux consultants de venir et du coup, ça s'est fait tout en visio et c'est moins pertinent. Mais je vois aujourd'hui, en ayant remis en phase à peu près tout ce qui ne fonctionnait pas, on utilise à 100%, pour répondre à vos questions qu'il y a pu y avoir pendant la présentation, on utilise à 100% la planification liée à l'ERP, désormais depuis environ 2 mois. Et en fait, on a changé notre façon et de voir et de travailler. Ça veut dire qu'on fait des réunions communes où on va tout recaler en même temps et en direct live. Et toutes les extractions qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir des tableaux, des tableaux de bord financiers, etc., en fait, sont immédiatement mises à jour en allant chercher uniquement l'information dans l'ERP. D'où la nécessité d'avoir des données structurées de départ qui sont juste performantes. Et c'est la phase où nous, on s'est clairement un peu trompé, quoi. Et c'est là où on a passé beaucoup de temps, en fait, hein, dans le cadre finalement de la mission qui était orientée ordonnance de production. Oui. Au En final, fait, on a passé beaucoup de temps à remettre les choses à niveau. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un système qui est en place. On veut plus ou moins le dupliquer en changeant d'éditeur, sauf que c'est bon, ça ne va jamais comme on veut, où les informations ne sont pas au même endroit. Donc forcément, il ne faut pas se tromper depuis le début. Et après, quand on n'a pas vu cette chose-là et qu'on veut remettre en place, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais ça marche s'il y a de la rigueur. Parce qu'effectivement, s'il y a une donnée, aujourd'hui, on a une réception matière. Si la matière, elle arrive et qu'elle n'est pas enregistrée quasiment à la minute dans l'ERP, notre processus fait qu'on est capable de relancer le fournisseur cet après-midi en lui demandant quand est-ce qu'il va livrer la matière. Donc, il faut que tout le monde fasse parfaitement son travail au bon moment. Exactement. Et ça marche. Hein. Après, si on met de la rigueur, ça fonctionne, quoi. Il faut de la rigueur, il faut tenir cette rigueur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut une gouvernance autour de ça. Nous, la gouvernance qu'on a mise en place en interne, hein, c'est qu'on fait des audits de poste réguliers. Et en fait, on va voir les différents intervenants sur l'ERP, comprendre leur façon de fonctionner et leur rappeler par des choses simples ce qu'il faut impérativement qu'ils mettent. Donc, on a nous, dans notre système ERP, on a des cases obligatoires, des cases non obligatoires. Mais il peut arriver que la case non obligatoire ait une importance plus forte qu'une case obligatoire. Les cases obligatoires sont souvent pour le fonctionnement propre du logiciel. Les non obligatoires, c'est plutôt pour du fonctionnement interne, mais qui ont aussi une très grande importance. Oui, tout à fait. Et après, la difficulté à venir, on est en pleine expansion, donc forcément, on va recruter. Et quand on recrute, c'est d'arriver à transmettre toutes ces informations. On a passé énormément de temps, donc aidé ou pas par un consultant, mais nous, dans notre cas, on était aidé par Olivier. Et si demain, j'ai un nouveau chargé d'affaires qui rentre dans l'entreprise, ça va être de lui transmettre tout ce dont on a besoin. Donc, en fait, on écrit des procédures, mais
voilà, ça sera une étape à venir prochainement, je pense, chez nous, mais C'est ça, on verra comment ça va se procédure, passer. des standards qui Ben soient oui. mis à jour, etc., etc. Et c'est un effort mais permanent. Ouais, tout à fait. Mm. C'est clair. Mais bon, on y arrive. Hein. Oui. Faut Puis du temps, mais on y arrive. c'est motivant de voir que les situations elles s'améliorent en plus. Bah oui, oui. Bah, puis là, aujourd'hui, franchement, on a vraiment des. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a enfin compris le pourquoi du comment. Ouais. Et que l'information qui n'a pas été rentrée à un moment donné dans le système bah, fait que derrière, on va rater un délai qui était largement tenable quand on a pris la commande. Et en fait, parce que quelqu'un n'a pas fait la bonne action au bon moment, ben, ça s'est naturellement décalé dans une planification. Le chef d'atelier n'a pas spécialement vu ça parce qu'on ne lui demande pas de tout analyser. Et puis, celui qui devait mettre l'info, il se rend compte que c'est lui qui a fait la bévue et il comprend tout de suite l'importance de ne pas l'oublier à l'avenir. C'est ça. Celui qui a mis la fond d'entrée, il a impacté le processus en sortie, en fait. Mais la phrase que tu mets, flux physique égale flux d'information, c'est sûr qu'elle est juste capitale. Hein. Si à un moment donné, on ne dit pas au système que ça, c'est bon, ben, le système lui reste bloqué sur le point d'interrogation. Tout à fait. Tout à fait. Merci David pour le De rien. témoignage. Témoignage live. Martial. Un beau témoignage donc, de M. Berthier. Alors là, j'ai relevé quelque chose, et là, ça, c'est vrai que je le dis tout le temps, un changement de ERP, ce n'est pas un copier-coller, loin de là. Non. Et il faut vraiment impliquer toute une équipe, quoi. Toute une équipe en interne, tant au niveau du client qu'au niveau de l'éditeur ou des consultants, des équipes de consultants, des équipes de développeurs. Ça va des deux côtés, quoi. C'est-à-dire des deux côtés, il faut qu'on avance de façon équilibrée et stable avec des réunions, alors pas forcément des daily, mais au moins 2 réunions hebdomadaires, c'est ce que je fais avec mes clients, et ça marche très très bien. Et on fait des migrations avec des clients satisfaits, et à la fin, c'est des choses qui roulent. Mais après, il faut oublier son ancien ERP. À un moment donné, il faut oublier son ancien ERP. Si on fait trop de similitudes, de parallèles, on n'avance pas et on ressasse, et on trouve souvent des personnes qui disent c'était mieux avant. C'était mieux avant, exactement. C'était mieux avant sur le coup. Mais oui, mais vous ne comprenez pas qu'il y a ça à compléter en plus, mais ça va vous offrir ça. Mais après, il faut rentrer dans les discussions, dans les explications du pourquoi, du comment. Donc, il faut mieux que les personnes qui soient vraiment, on va dire, key user, soient impliquées et bannissent un petit peu l'ancien en disant, bon, on va voir ce qui se passe après, et on fait confiance. Il faut faire preuve d'ouverture, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Martial. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions, d'autres points à échanger? On va manger en clôture? Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour la présentation. C'était très, très bien. Merci à vous. Ce que je propose habituellement, si tu en es d'accord, c'est que tu me transmettes la présentation et je le transmettrai aux personnes présentes. Eh ben, on va faire comme ça, je t'envoie le document. Hein. Ok, super. Merci en tout cas à tous les gens qui ont participé là et pour les échanges à la fin qui étaient très intéressants. Merci à vous tous. Merci. Et bonne journée. Bonne journée à tout le monde. À Merci, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir.